Sur le plateau de NCI 360, à 5 mois de la présidentielle, les citoyens désireux de changer de lieu de vote auront la possibilité de le faire en ligne. Compte tenu de la pandémie du Covid-19, une information issue du Conseil des ministres de cette semaine, le décret fixe la date de la révision de la liste électorale sur la période du 10 au 24 juin prochain, conformément à la législation électorale et sur proposition de la Commission électorale indépendante CEI. Ce sont plus de 11 000 centres d'enrôlement qui seront ouverts pour permettre aux requérants d'être plus proches de leur lieu d'inscription sur le fichier électoral. On parlera dans un instant des enjeux de cette révision de la liste électorale avec nos invités. Mais avant, nous suivons ce sujet de Pierre Dipomela. Du 10 au 24 juin 2020, c'est la révision de la liste électorale. Une étape importante du processus électoral avant les échéances de la présidentielle de 2020. Le Conseil des ministres a entériné la période et les modalités de cette opération sur proposition de la CEI, la Commission électorale indépendante. Une plateforme digitale est aussi mise à contribution pour permettre aux électeurs de soumettre leurs requêtes en ligne. Conformément à la législation électorale nationale et sur proposition de la Commission électorale indépendante, en abrégé CEI, ce décret fixe la révision de la liste électorale sur la période du 10 au 24 juin 2020. À cet effet, plus de 11 000 centres d'enrôlement seront ouverts pour permettre aux requérants d'être le plus proche possible de leur lieu d'inscription sur la liste électorale. Aussi, compte tenu de la pandémie de Covid-19, la CEI offre la possibilité aux électeurs qui souhaitent changer de lieu de vote de le faire en ligne. Le mode opératoire de cette innovation sera précisé par la CEI. Endormis par la pandémie de la Covid-19 pendant ces 3 derniers mois, les partis politiques ivoiriens du pouvoir comme de l'opposition commencent à donner de la voix, à mobiliser les militants à 5 mois des élections présidentielles. Voilà, chers invités, dans les jours à venir, la révision de la liste électorale sera effectuée. Comment vous réagissez? Quels commentaires? Quels sont les enjeux de cette révision pour vous? Oui, alors, les enjeux sont importants, mais avant de parler des enjeux, je voudrais regretter cette propension qu'ont les autorités de ne pas respecter les lois électorales. Vous savez, la loi électorale dit que la liste électorale est tenue annuellement à jour. Ça ne se fait pas. Elle dit que la liste électorale est une liste permanente. On voit bien que cette liste-là, elle est périodique. C'est déjà une entorse donc, à la loi électorale. Mais, par ailleurs, les conditions dans lesquelles le chef de l'État a pris une ordonnance le 8 avril dernier ne rassure pas. Ne rassure pas parce que... Pourquoi ne rassure pas? Elle ne rassure pas parce que ça a été fait en toute illégalité. Je veux dire, d'abord, vous avez l'article 2 du protocole de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance qui dit que dans les 6 mois d'une élection, on ne peut modifier la loi électorale que suite à un large consensus. Or, ce consensus-là n'a jamais eu lieu. En tout cas, il n'a jamais été acté dans un document. Donc, c'est déjà une entorse donc, à ce protocole, à l'article 2 de ce protocole. Ensuite, le président prend une ordonnance alors qu'il n'y a pas une loi d'habilitation qui l'autorise en la matière à prendre une ordonnance. La seule ordonnance qui existe, c'est celle de décembre 2019 qui l'autorise dans le cadre de la loi de finances, donc pour son programme économique et financier, donc à prendre des ordonnances. La loi électorale n'est pas dans le champ donc, de sphère de compétence du chef de l'État en ce qui concerne donc, son programme économique et financier. Donc quand vous prenez l'un dans l'autre, on ne comprend pas pourquoi le chef de l'État, alors que l'Assemblée nationale fonctionne. L'Assemblée nationale n'a pas été suspendue. Nous sommes dans le Covid-7, mais le palais
des congrès de l'Hôtel Ivoire, c'est plus de 2000 places. Et donc, on aurait pu organiser en ces lieux donc, une session pour voter, soumettre cette loi importante aux législateurs. Vous l'avez dit, on est en pleine période de Covid. Oui. Les rassemblements au-delà d'un certain nombre ne sont pas permis. Oui, non, cette disposition a été prise bien avant, bien après. Mais vous prenez la France, qui a 1000 fois plus de morts que la Côte d'Ivoire, 1 million fois plus de cas que la Côte d'Ivoire, n'a pas suspendu son Assemblée nationale. L'Italie n'a pas suspendu son Assemblée nationale. L'Assemblée nationale ivoirienne n'est pas suspendue. Ben justement, donc pourquoi, alors que l'Assemblée nationale fonctionne, le président prend donc une ordonnance pour modifier le code électoral? C'est un droit. Non, ce n'est pas un droit. Pour qu'il puisse le faire, il faut une loi d'habilitation. Et en plus, il y a des dispositions du code électoral qui sont du domaine des lois organiques. Le président de la République ne peut pas prendre une ordonnance pour dire voilà comment on va élire le président de la République. Très bien. Bernard. Bon, je suis un peu étonné de cette réaction de M. Jean Bonnet. Pourquoi? Oui, je suis étonné, d'autant plus que sur la scène politique en Côte d'Ivoire, pour cette opération, c'est l'une des rares opérations où toutes les formations politiques ont appelé leurs militants à aller se faire enrôler massivement, y compris le FPI. Et même la tendance la plus radicale, les GOR. Au FPI, il y a des gens qui ont même décrété des opérations inondation. Bon, ici, vous êtes en train de jeter l'anathème sur ce processus, comme si... sur la légalité donc, du processus. D'ailleurs, le président Affi N'Guessan a introduit un recours administratif auprès du chef de l'État pour qu'il rapporte cette ordonnance et a saisi même le Conseil d'État pour que le Conseil d'État suspende donc cette ordonnance. D'accord. Moi, je ne suis pas juriste, je ne peux pas aller dans ce débat technique. Ce que je note, c'est que le processus de révision de la liste électorale a été lancé. Oui. Enfin, sera ouvert. Ce qui est intéressant dans l'affaire, c'est que pour une rare fois, tous les partis politiques sont d'accord et ont adhéré au processus. Oui, mais ça, on est d'accord. La Côte d'Ivoire, il faut pour une fois quitter les cycles de crise ou bien chercher la petite bête partout. Ce que vous touchez du doigt, vous, c'est le fond, là où M. Jean Bonnet parle de la forme. Pas de la forme, mais dans le bas technique. J'estime que quand je suis un parti politique, quand je ne suis pas d'accord, quand j'estime qu'une opération, du point de vue juridique, n'est pas légale, je n'appelle pas mes militants à aller se faire enrôler. Or, sur le cas spécifique de la révision de la liste électorale, tous les partis politiques, y compris ceux qui ont boycotté tous les autres processus par le passé, ont appelé leurs militants. À partir de ce moment, je pense que pour une rare fois, on peut essayer de faire courir autour de cette opération pour aller. Moi, ma préoccupation, c'est les délais. Je pense qu'on peut dire, écoutez, c'est ce débat qui est là aujourd'hui. Il y en a qui disent que écoutez, le débat, il est court. Mais il faut qu'on quitte un peu... Bon, je ne suis pas juriste, hein. Je parle, je suis journaliste, je parle purement sur un cas de point de vue opérationnel. Voilà. Vous savez bien, que le débat juridique, dès l'instant où on rentre dans la sphère politique, prenne une dimension partisane. Vous trouverez des juristes qui vont être d'accord avec ce que Jean Bonnet a dit dans le camp du FPI. Vous trouverez des juristes dans le camp du PSI qui peuvent être d'accord. Vous trouverez des juristes dans le camp du RHDP qui vont vous dire totalement autre chose. Donc quand on rentre dans la sphère politique, le droit lui-même fuit par la fenêtre. Et donc, on ne va pas peut-être continuer à s'étendre sur la question par rapport à ce qui va se passer. Jean Bonnet a eu la parole, a dit je vais revenir aux enjeux après avoir... expliqué le volet juridique, il a oublié le volet... Non, il lui a donné la parole. Revenons aux enjeux. L'enjeu est important. Le volet des enjeux. L'enjeu est important. Je vais terminer au volet des enjeux. Je vais dire qu'il y a un vrai enjeu maintenant par rapport à ce processus-là. Depuis 2010 jusqu'à maintenant, je crois chaque 5 ans, il y a eu une révision de la liste électorale. En 2015, il y a eu une révision. En 2018, avant les municipales, il y a eu une autre révision. Et chaque fois, en tout cas, la branche FPI dure avait appelé à boycotter. Jean Bonnet souhaite les appeler la dissidence. Voilà. Je ne souhaite pas, c'est ce qui est. Voilà. La branche Affi N'Guessan a toujours appelé. Il n'y a pas de branche Affi N'Guessan. Voilà. Bon, enfin, Affi N'Guessan, le FPI, comme Jean Bonnet. La branche officielle. Le dit, là. Voilà. Le FPI légal. Voilà, pour faire plaisir. Il n'y a pas un FPI légal, il y a le FPI, point. Bon, d'accord, le FPI. Je tiens à ça parce que c'est important. Le FPI dans lequel il ne faut pas laisser dans la conscience des Ivoiriens qu'il y a 2 FPI. Voilà, il n'y a pas 2 PDCI. Quand bien même le RHDP a dans son logo le logo du PDCI,
On ne dit pas que le RHDP est également le PDCI. Donc il n'y a pas de deux PDCI. Le débat a eu lieu. Voilà. Jean Bonnet, moi je vous pose la question autrement, entre parenthèses. Voilà. Quand M. Assouadou monte au créneau faire une conférence de presse, Oui. quand M. Boubacar Sangaré monte au créneau faire une conférence de presse, les deux parlent au nom du FPI. Donc finalement, oui, mais de il parle, il s'arroge des droits qu'ils n'ont pas. Le président Afin-N'Guessan, à l'époque, avait saisi justement la justice. Et si, je dirais, la dissidence du FPI perdure, c'est justement parce que la dissidence du FPI est protégée juridiquement par le pouvoir. Et c'est pour ça que ça agit. Sinon alors, ça, c'est un autre débat. le pouvoir... C'est un autre débat. Assalé, vous poursuivez? Non, je veux dire que, en tout cas, M. Afin-N'Guessan, président du FPI, a toujours, voilà, pour que Jean Bonnet est d'accord maintenant, président du FPI a toujours appelé les militants du FPI à ne pas boycotter l'opération d'enrôlement sur la liste électorale. Parce qu'un parti politique qui veut aller au combat de l'élection présidentielle, c'est sur ces militants qui votent. S'il ne s'enrôle pas, il ne peut pas voter. Et donc, le FPI a perdu, j'allais dire, 10 ans. Et maintenant, tous les partis politiques, y compris le FPI dans son ensemble, appellent à aller s'enrôler. Sans que la branche que Jean Bonnet appelle la dissidence ait fait le bilan du boycott de 10 ans sur la liste électorale. L'opération va durer à peine 2 semaines. À peine 2 semaines. Le temps que la machine se trouve rodée, on aura perdu 1 semaine. Et donc, en 8 jours, bien 7 jours francs, pas grand monde ne pourra s'inscrire. Surtout que ça ne concerne qu'en réalité les nouveaux majeurs et les personnes qui veulent changer de lieu de vote. Et donc, je me dis, les enjeux sont importants, mais d'un point de vue stratégique, l'opposition a perdu beaucoup de temps. Et ça risque d'être fatal en octobre 2020. Voilà. Félix? Je réponds globalement à tout en même temps. Parce qu'il n'y a pas, je veux dire à mon frère Krabena, il n'y a pas d'élection parfaite. Donc, je crois que quelle que soit la forme relevée par Jean Bonnet, toutes les formations politiques sont obligées d'appeler leurs militants à s'enrôler et tenter de gagner les élections en allant convaincre les électeurs sur le terrain. Parce que s'il faut attendre des élections parfaites en Afrique pour appeler ces militants à se faire enrôler, je crois qu'il y a des gens qui ne vont jamais devenir président en Afrique. Cela dit, concernant les enjeux de la liste électorale, je crois qu'en 2010, si on parle de 2010 jusqu'à maintenant, la liste électorale n'a pratiquement pas bougé. Nous sommes à environ 6,3 millions sur la liste électorale. Si, il y a eu 1,6 million nouveaux électeurs. Pas d'1,6 million nouveaux électeurs. En 2 enrôlements. Mais je pense que si les enrôlements avaient été faits dans une certaine dynamique, si tous les partis politiques s'étaient vraiment impliqués dans ces enrôlements, nous sommes 24 millions d'habitants présentement. Je crois qu'on aurait une liste électorale qui allait avoisiner autour de 9 millions, 10 millions. D'ailleurs, le dernier enrôlement, lorsqu'on avait ouvert le dernier enrôlement, on tablait un peu sur 3 millions de nouveaux majeurs qui devaient être sur cette liste électorale. On n'a eu même pas le cinquième... on a eu 800 000 nouveaux inscrits. À peine 800 000 nouveaux inscrits. C'est-à-dire qu'il y a un enjeu majeur qui est la mobilisation des électeurs, des nouveaux majeurs à aller s'inscrire sur cette liste. Et c'est ce que toutes les formations politiques sont en train de faire en ce moment précis. Parce que ce que moi je note notamment en termes d'enjeu également aussi, c'est cette question du délai. La liste électorale va être faite, mise en place, révisée du 10 au 14 juin, c'est-à-dire en 2 semaines. Du 10 au 24. 10 au 24 juin, c'est-à-dire en 2 semaines. Et quand je vois qu'il y a au moins plus de 3 millions de personnes sur lesquelles on table, je me demande bien si en 2 semaines, effectivement, on pourrait éventuellement enrôler toutes ces personnes. Et la liste électorale, conformément aux dispositions légales, la liste électorale devait être disponible 3 mois avant les élections, c'est-à-dire au plus tard le 31 juillet. Je pense que le 24 juin, le 31 juillet. 3 mois avant, c'est le 31 juillet. Et le 24 juin, on sera encore un peu plus loin du 31 juillet. Et je pense que le gouvernement peut-être a fixé ce délai-là, qui va être un peu prorogé pour permettre peut-être à tous ceux qui vont se mobiliser dans les derniers instants qui ne pourront pas être sur la liste, éventuellement de le faire. Je pense que cela va participer à la transparence des élections. Il faut permettre à la majorité de voter pour qu'on ait un président légitime, aussi bien légal que légitime. Le problème, c'est que la révision se fait en 2 semaines. J'espère et je pense que le gouvernement prendra la disposition. Très bien. Oui, Aristide. Je ne vais pas être long parce que je crois que tout a été dit. Mais je crois que Jean Bonnet, qu'on a présenté sur le plateau comme analyste politique, se comporte beaucoup plus comme un homme politique. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en réalité, quand il parle de l'ordonnance du 8 avril, Oui. mais lorsque le président de la République s'adresse pour la première fois dans le cadre du Covid, qu'est-ce que le président a dit?
Il a dit qu'il a décrété l'état d'urgence. Oui. Mais c'est quoi l'état d'urgence? L'état d'urgence, c'est que tous les pouvoirs reviennent entre les mains du président de la République. Ah non. Mais oui, c'est ça l'état d'urgence. C'est ça l'état d'urgence. Si on rentre dans ce débat, alors si on rentre dans ce débat, on ne va pas s'en sortir. Bon, c'était juste pour dire cela. L'Assemblée nationale n'est pas suspendue. Oui, c'est vrai, mais dans l'état d'urgence, il ne faut pas confondre l'état de siège et l'état d'urgence. Très bien, très bien. Poursuivez. Maintenant, l'enjeu. L'enjeu, c'est comme tout le monde a dit, c'est qu'on va à une élection, il faut qu'on ait le maximum de militants. Mais vous vous souvenez que beaucoup de leaders de partis d'opposition avaient dit à leurs militants, non, nous allons nous battre pour que vous ayez des cartes d'identité, parce que vous soyez nouveau major, que vous ayez la carte d'identité, que vous ayez la carte d'identité gratuitement. Et les gens sont restés à attendre, et finalement, ils n'ont pas obtenu parce qu'ils espéraient qu'ils allaient compter sur les 30 milliards, alors que la Banque mondiale disait que ce n'était pas pour financer les cartes d'identité. Et vous voyez que cette opposition, je le dis depuis que je passe sur ce plateau, que cette opposition navigue à vue, au petit bonheur la chance. Et aujourd'hui, ils sont pris de court, parce que pendant la période du Covid, on a cru à un moment donné qu'on allait reporter les élections. Mais quand vous voyez que la Commission électorale indépendante programme la période de révision de la liste électorale, vous sentez que les listes ne vont pas bouger. Donc l'enjeu, c'est le maximum, mobiliser le maximum. Et je pense que ceux qui ont passé le temps à traîner les pas, je crois qu'ils n'auront plus... Alors, nous devons passer à un autre terme. Frère Bernard, vous avez 30 secondes. En 30 secondes. Alors, quand on écoute les uns et les autres, on a l'impression que le délai de 2 semaines, c'est vrai, c'est court. Mais il n'y a pas 2 semaines pour l'opposition et 3 semaines pour le pouvoir. Mais personne n'a dit cela également. Tout le monde. Alors, oui, mais justement, c'est 2 semaines pour tout le monde. C'est que ceux qui ont l'habitude de boycotter, ils n'ont pas l'expérience des enrôlements. Donc, aujourd'hui, vous avez décidé, ils ont décidé de se faire enrôler en 2 semaines, qu'ils s'arrangent à appeler leurs militants à Très bien,